I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet des plus perturbants, le top 10 des expériences scientifiques qui ont fait polémique. Experimenter, that's all. Get me out of here. This case was called a medical triumph, but in truth, the case was a failure. I'm alone and lost in the mall. On va s'intéresser à des expériences qui ont initié un débat à cause de leur méthodologie douteuse, de leurs résultats ou carrément des risques qu'elles ont fait encourir à leur sujet. Là, on va parler d'expériences qui ont vraiment amené à des discussions houleuses, qui n'ont pas juste été universellement condamnées. A noter que je n'aborderai pas d'autres études qui n'impliquaient pas de nouvelles expériences. Est-ce que vous connaissez d'autres expériences complètement barges, à part manger bleu pendant 24 heures? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, le petit Albert. Cette expérience du comportementaliste John B. Watson et de son élève, Rosalie Rayner, a quelque peu fait tiquer la communauté scientifique et vous allez vite comprendre pourquoi. L'idée de Watson, c'était d'étudier la peur et la façon dont elle nous vient. Sauf que sa méthodologie et son éthique ont été jugées douteuses. En effet, le type a utilisé le conditionnement pour créer chez un enfant de 11 mois la phobie des rats et d'autres choses poilues. Pour faire ça, ils ont laissé le gamin, qu'on a appelé Albert, jouer avec le rat et à certains moments, il tapait une barre en métal avec un marteau juste derrière. Du coup, le petit a associé le bruit fort, agressif et soudain avec le rat et boum, il s'est chopé une phobie des choses poilues. Ça a été une grande avancée pour le comportementalisme, une école de pensée qui a dominé la psychologie pendant longtemps. Sauf qu'avec du recul, les analystes ont critiqué l'expérience pour n'avoir employé qu'un seul sujet, et oui, pour l'éthique pas fofolle aussi. Tu m'étonnes. À cause de ça, le petit avait peur des lapins et du Père Noël. We've established that we will try to make it, won't we? So children, you'll be looking forward to your presents. We'll try very hard. Numéro 9, le grand collisionneur de Hadron. 2 salles, 2 ambiances. On passe de faire peur à un bébé, ce qui n'est pas ouf, vous en conviendrez, à créer un trou noir capable d'avaler notre planète. Heureusement, le grand collisionneur de Hadron n'a pas déchiré l'espace-temps, enfin pour l'instant, mais au début, il y en a pas mal qui avaient peur qu'il le fasse, ce qui a donné assez mauvaise presse à ce projet scientifique qui a tout de même coûté 9 milliards d'euros. Mais alors pourquoi ces craintes? Eh bien parce que ce grand collisionneur de particules fait s'éclater des protons entre eux pour essayer de percer les mystères de l'univers. Designed and built by thousands of engineers, scientists, and mathematicians from across our tiny planet with the goal of helping other scientists learn about things of incredibly small size by smashing them together. Avant qu'il ne soit activé, il y en a pas mal qui avaient peur que de microscopiques trous noirs se créent. Ambiance machine diabolique de méchant James Bond. Ta-ta, Titans. I have enjoyed our time together, but I've got a very bright future ahead of me. On peut comprendre, surtout pour un public non initié, d'autant plus quand même des scientifiques claquent des genoux. Mais bon, après plusieurs études rigoureuses autour de la sécurité du machin, la conclusion c'est que même si des trous noirs de la sorte se formaient, ils s'évaporeraient immédiatement. Inoffensif donc. A noter aussi que des collisions de très haute énergie arrivent naturellement sans résultat catastrophique. Donc jusqu'ici tout va bien. Numéro 8, l'expérience que vous n'aviez pas vu venir. En 2011, le psychologue réputé Daryl Bem a annoncé des résultats plutôt osés dans une revue spécialisée. En gros, il a affirmé que les gens allaient plus souvent faire le bon choix sans le savoir. Je m'explique. Un des tests demandait à ce que les sujets trouvent l'image derrière de rideaux, sauf que l'image était choisie aléatoirement par un logiciel après le choix des sujets. Et il a conclu pour des images érotiques que dans 53% des cas, les sujets faisaient le bon choix, prouvant ainsi la précognition, soit la connaissance implicite du futur. Ou comment remettre en question toute la perception du temps par le cerveau humain. Waouh! Oui, mais non, car depuis, ces expériences ont été jugées comme tournées pour trouver un résultat qui l'arrangeait, la méthodologie douteuse et son papier trop nonchalant en termes de statistiques, etc., etc. Dommage, Luc Besson aurait pu en faire un film. Numéro 7, perdu dans un centre commercial. I'm alone and lost in the mall. La mémoire peut nous jouer des tours. Avec le temps et l'âge, nos souvenirs d'événements peuvent changer ou carrément disparaître. Mais est-ce que vous avez déjà eu un souvenir qui ne vous appartenait pas? Well, that's the thing. I have this condition. A condition? It's my memory. Amnesia? No. It's different from that. I have no short-term memory. I know who I am. I know all about myself. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. Vous allez sans doute me répondre non. En tout cas, pas que vous sachiez. Genre par exemple, vous pensez vous être abonné, mais en fait non. Pas de panique, il suffit de cliquer sur s'abonner juste en dessous de la vidéo.
Phew, on a eu chaud. Au milieu des années 90, une étude menée par la psychologue cognitiviste Elizabeth Loftus a tenté de prouver à quel point c'est easy d'implanter un souvenir d'enfance chez quelqu'un, le souvenir d'un événement qu'ils n'ont jamais vécu. Le fameux fake souvenir choisi pour l'expérience, c'est de s'être perdu dans un centre commercial. They were lost for an extended period of time, that they were frightened, they were crying, and they were ultimately rescued by an elderly person and then brought back together with their family. Les résultats ont été vus comme une grande avancée, jetant le doute comme jaja sur la mémoire humaine. Ce qui n'a pas aidé à calmer les esprits, c'est que du coup, ça a un peu jeté l'opprobre sur tout ce qui était récupération de souvenirs chez des survivants d'abus ou des victimes d'autres traumatismes. Through suggestion, we're finding that maybe as many as a quarter of our subjects will develop a complete or a partial memory of this experience that never really happened to them. Numéro 6, les expériences sur le libre arbitre de Libet. And you can't mess with free will. Can I ask why? Yes, you can. That's the beauty of it. Le concept de libre arbitre fait débat depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Néanmoins, au cœur des années 80, il semblerait que Benjamin Libet se soit rapproché d'une réponse définitive. L'expérience de Libet a étudié le cerveau et a constaté une activité cérébrale juste avant que les sujets du test ne fassent un choix conscient. All I have to do is watch the spinning dot and click a button whenever I feel like it. Then report to the scientist at what time I felt the urge to click. De là, la conclusion, c'est que nos choix sont inconscients, et donc s'ils sont inconscients, ce ne sont pas vraiment les nôtres. Une conclusion évidemment qui a fait grand bruit, malgré une méthodologie on ne peut plus rigoureuse. In other words, his experiments seem to show that the conscious decision didn't cause the movement. The brain activity bringing about movement started before the individual willed anything to happen. Depuis, l'expérience de Libet connaît deux camps, ceux qui la critiquent et ceux qui la soutiennent. Ces détracteurs remettent généralement en cause la façon dont l'activité cérébrale est interprétée. Numéro 5, les mots liés aux personnes âgées nous font marcher plus lentement. Le concept d'amorçage social a l'air d'avoir une base logique. Dites à quelqu'un de penser à quelque chose, un professeur par exemple, et ça pourrait bien modifier le comportement de la personne, voire même son résultat, un test de culture générale. Space. Time. Gravity. Finish that for me. Cela étant, ce que John Bargh et ses collègues ont semble-t-il découvert en 1996 est pour le moins déroutant. Après que des sujets ont été amorcés avec des stéréotypes sur les personnes âgées, ils se seraient mis à marcher plus lentement par la suite, comme si eux-mêmes étaient devenus de vieilles personnes. That's really me, isn't it? I've got to stay calm. À partir de 2012, l'étude a fait polémique parce que des chercheurs n'ont pas réussi à répliquer les résultats de la découverte de Bargh et ont suggéré que les expérimentateurs ont quelque peu biaisé les résultats. Bargh a répondu avec une attaque personnelle cinglante, et depuis, le domaine de l'amorçage social a été qualifié par les termes cliniques suivants « sacré bazar ». Numéro 4, l'expérience yeux bleus, yeux marrons de Jane Elliott. Le lendemain de l'assassinat de Martin Luther King en 1968, l'institutrice Jane Elliott a décidé de mener une expérience sur la discrimination auprès de ses élèves de CE2, tous blancs. Les élèves ont été divisés en deux groupes, ceux aux yeux marrons et ceux aux yeux bleus. Les élèves aux yeux bleus ont été jugés supérieurs et ont obtenu des privilèges. En conséquence, The brown-eyed people get 5 extra minutes of recess. You blue-eyed people are not allowed to be on the playground equipment at any time. Les élèves aux yeux bleus sont devenus arrogants et quelque peu méchants avec les élèves aux yeux marrons, qui sont devenus timides et ont eu de moins bons résultats au test. Après quelques jours, l'institutrice a inversé les rôles. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. They are cleaner than brown-eyed people. They are more civilized than brown-eyed people. L'expérience a reçu un terrible retour de flamme. Il y a même quelqu'un qui, dans une lettre, a écrit que c'était, je cite, « cruel pour les enfants blancs ». Aïe aïe aïe. Quoi qu'il en soit, Jane Elliott a quand même pu obtenir une véritable plateforme et est devenue par la suite formatrice en diversité. Aujourd'hui, on se souvient plutôt positivement de cette expérience. Cela dit, son efficacité à faire germer une conscience durable a été remise en cause, tout comme le fait d'avoir testé ça sur de jeunes enfants. I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders. Numéro 3, la réattribution sexuelle non consentie de David Reimer. Avec le temps, cette expérience est devenue encore plus polémique. David Reimer, né en 1965,
était biologiquement de sexe masculin. Après une circoncision ratée, qui a entraîné l'ablation de son pénis, ses parents l'ont élevé comme une fille sur les conseils du psychologue John Money. Pour Money, l'identité de genre s'apprend, favorisant fortement l'éducation par rapport à la nature. He thought that while genes were important, as far as gender was concerned, a baby's essentially neutral for the first 2 years of life. He believed during these critical 2 years, the baby's upbringing, how it is nurtured, would determine whether it feels masculine or feminine. Et vu que Reimer est né avec un frère jumeau, ça a été vu comme une aubaine en matière de cas d'études. Pendant des décennies, les affirmations de Money ont influencé les médecins qui ont réalisé des réattributions sexuelles chez des enfants. Cela dit, au début de son adolescence, Reimer est tombé dans une grosse dépression, cherchant même à inverser les premières interventions via la chirurgie. I tried to fit in. I tried with the makeup, and it turned out to be a disaster. I mean, you got the red circles on the cheeks, and I look like a clown, basically. Lorsqu'il en a parlé bien des années plus tard, ça a lancé un grand débat sur les méthodes extrêmes de Money et tout le truc de la nature versus l'éducation. Malheureusement, Reimer et son frère ont fini par sauter la vie. L'expérience a été largement critiquée, à la fois par les collègues de Money et par les militants intersexes. Above all, this is a cautionary tale. This is what can happen when science pursues a beautiful theory with scant regard for the human cost. Numéro 2, l'expérience de Stanley Milgram sur l'obéissance. L'histoire grouille de gens a priori ordinaires qui ont participé à des actes affreux parce qu'ils suivaient juste les ordres. It's invoked pretty much routinely to explain everything from abuse at Abu Ghraib, corruption in Enron, or everyday terrorist atrocities around the world. Au début des années 60, le psychologue Stanley Milgram a monté une étude dans laquelle une figure d'autorité demandait à des volontaires d'infliger des chocs électriques de plus en plus intenses à des étrangers si ces derniers donnaient de mauvaises réponses. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Alors, calmons-nous, l'électricité c'était pour de faux. Les inconnus soi-disant électrocutés étaient en fait des acteurs, sauf que les volontaires avec le doigt sur le bouton ne le savaient pas. Et les bras m'en tombent, mais la plupart d'entre eux ont suivi les ordres, délivrant jusqu'à ce qu'ils pensaient être 3 fois 450 volts. Par contre, cette ruse les a mis vachement mal, les faisant s'interroger sur des soucis éthiques. Well, I figured 200, the voltage we're giving were quite a bit. I wanted to stop, but he kept insisting not to stop. I mean, the fellow in there is hollering. He says, I don't want to do it. I want to get out of here. I want to get out of here. Why didn't you stop anyway? I did stop, but he kept going, keep going. Encore aujourd'hui, les gens continuent de débattre sur la méthodologie de Milgram et l'interprétation des résultats de son expérience. Incroyable, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo. On publie de nouveaux contenus tous les jours, donc pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche et les notifications sur votre téléphone. Numéro 1, l'expérience de la prison de Stanford. Est-ce que le pouvoir corrompt forcément ? Au début des années 70, c'est ce à quoi le docteur Philippe Zimbardo a voulu répondre, spécifiquement en ce qui concerne le système correctionnel. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. Des étudiants, tous volontaires, ont été divisés en 2 groupes, les prisonniers et leurs gardiens. Puis on leur a demandé de jouer leur rôle à fond dans une simulation de prison au sous-sol d'une université. L'expérience visait aussi à en apprendre plus sur l'identité de groupe, les structures de pouvoir et les effets d'être déshumanisé. À la base, ça devait durer entre 7 et 14 jours, mais au bout de 6 seulement, ils ont tout arrêté à cause du nombre d'abus et de prisonniers entre guillemets qui ont renoncé. What made the experience most depressing for me was the fact that we were continually called upon to act in a way that just is contrary to what I really feel inside. A priori, ça suffit à répondre à la question, non ? Le truc, c'est qu'il y en a qui disent que les gardes ont été coachés, entre guillemets, pour se comporter d'une certaine façon, et que du coup, l'expérience était biaisée par les demandes impliquées. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Alors, vous en dites quoi de ce top ? Dites-le moi en commentaire, et après ça, je vous propose de checker cette autre super vidéo de Watch Mojo français.